Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Nous allons poursuivre un peu dans le même esprit que celui de la semaine dernière, car aujourd'hui, nous allons faire voyager du Maroc vers l'Algérie. Et avant de rentrer dans le sujet lui-même, je dis bonjour à Sylviane Serouya. Bonjour Sylviane. Alors, Sylviane nous arrive avec un très beau livre qui est un devoir de mémoire, qui est en fait qui est carrément intitulé Sa mémoire en héritage 1492-1962. Vous en saurez beaucoup plus de Megorachim à Dimi, puis à citoyens français. Alors, avant même de donner la parole à Sylviane, je dois dire qu'elle commence par un éloge merveilleux de ses aïeux, de ses ascendants, et passionnée d'histoire et de généalogie, elle écrit « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va ». Alors, Sylviane, en effet, C'est vrai, c'est un travail de mémoire effectivement que j'ai fait dans ce livre et qui s'adresse effectivement en priorité à mes petits-enfants. Voilà. Donc c'est pour qu'ils sachent se positionner dans le futur, qu'ils puissent avancer avec assurance. Voilà, ce livre s'adresse à eux, mais il s'adresse aussi à tous les descendants de Mekorachim qui ont eu dont les ancêtres ont eu un parcours similaire à celui de l'ancêtre dont je retrouve la biographie dans ce livre et je la retrouve à travers différents documents d'archives. Donc voilà, donc c'est un travail de mémoire que je fais dans ce livre. C'est aussi avant tout un travail d'hommage, de reconnaissance filiale à l'endroit de mon père, puisque le déclencheur pour écrire ce livre, ça a été la mort de mon père en 1999. J'ai voulu, disons, retenir son image pour ne pas qu'elle sombre dans l'oubli après toutes les péripéties, les pérégrinations familiales. Donc, je voulais que mes petits-enfants, justement, connaissent toute cette histoire. Et bon, ça m'a amené à faire des recherches généalogiques, des recherches historiques, des recherches administratives dans différents centres d'archives. Et bon, voilà, et ensuite écrire ce livre, comme vous l'avez dit. en tout cas, bravo parce qu'il y a un très très bon travail de recherche que l'on suit. Et je vais commencer par demander quelle est l'étymologie de Serouya? Alors, il y a différentes étymologies. Quand on veut se donner des lettres de noblesse, on dit qu'on est descendant de la sœur du roi David, qui s'appelait Sérouya. Dans la Bible, on fait allusion à deux généraux du roi David, dont l'un s'appelait Yoav ben Sérouya, donc le fils, c'était un neveu donc du roi David, le fils de sa sœur Sérouya. Bon, euh, il y a aussi une autre explication que j'ai retrouvée d'ailleurs au musée d'histoire juive de Hatshepsut de Tel Aviv. Et ça viendrait d'un village du pays valencien qui s'appelait Serouya et que ça s'écrit donc avec un C et deux L à la place du Y. Voilà. Alors, cette recherche est d'autant plus passionnante que Sylviane Serouya est professeure d'espagnol et en fait, il y a énormément de mots que l'on retrouve puisque tu fais même allusion à tout ce qui est us et coutumes, mais qu'on retrouvera plus tard. Je veux parler essentiellement de la cuisine, du mariage, avec les différentes toilettes de la mariée, avec le costume, euh, et en cuisine, avec tous ces différents plats. Alors, justement, l'aïeul, Moïse, est né où et en quelle année? Alors, cet aïeul est né en 1854 à Tétouan. Quand j'ai fait mes recherches généalogiques, si vous voulez, je suis allée dans le bureau de mon père, j'ai recherché toutes ses archives et j'ai découvert que son grand-père, pardon, était né en 1854 à Tétouan et
voilà, donc, mais c'était au Maroc et on disait qu'on était d'origine espagnole. Donc, moi, je comprenais pas très bien. Et donc, ces deux idées contraires, disons, m'ont amené à faire des recherches, à comprendre pourquoi. Et donc, cet aïeul est né effectivement en 1854 dans une famille judéo-espagnole, c'est-à-dire une famille qui avait été expulsée après le décret de l'Alhambra de 1492. Et cette famille avait gardé toutes les coutumes, les habitudes judéo-espagnoles. J'en veux juste pour seule preuve le fait d'avoir découvert aux archives nationales l'acte de mariage de mon arrière-grand-père. Il s'est marié, cet arrière-grand-père, avec sa cousine en 1880. Il s'est marié à Oran, donc en 1880 avec sa cousine née en 1860 déjà, elle à Oran. Donc, ça voulait dire qu'une partie de sa famille était partie dans cette ville située à 300 kilomètres de Tétouan, à 300 kilomètres à vol d'oiseau. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit dans cette Kitouba? Il est dit que ses ancêtres, ses arrière-grands-parents, mariés en 1880, le sont selon les lois des Juifs de Castille, avec, en cas de séparation, une indemnisation en monnaie judéo-espagnole. C'est quand même étonnant, quand même. On est loin de 1492, 4 siècles après quasiment, et ces traditions, ces valeurs judéo-espagnoles persistent très fortement. Voilà. Mais je Pour crois, donner Sylviane, que ça les a sauvés parce que, étant mariés uniquement selon la loi mosaïque, lors de la naturalisation, ils ont pu une... installer et demander cette naturalisation puisqu'ils n'étaient pas mariés sous le régime des En lois fait, civiles. En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont fait, ces ancêtres ont fait une demande de naturalisation collective en 1888 et donc collectif, ça voulait dire le couple et les enfants. Et donc, il fallait qu'ils prouvent qu'ils étaient mariés. Donc, la seule manière dont ils pouvaient le faire, c'était de faire traduire leur acte de mariage religieux et donc c'était accepté, bien évidemment. La Voilà. ketouba, Donc, en on est fait. à Kitouba. Oh, allez, une autre petite anecdote, quand ils se sont mariés en 1880, la communauté tétouanaise, c'est-à-dire des juifs des environs de Tétouan, c'est-à-dire tous ces juifs espagnols du nord de l'Espagne, étaient très fiers de leurs origines espagnoles qu'ils voulaient absolument conserver. À telle enseigne, donc en 1880, il y a un rabbin tétouané qui était venu à Oran et qui a interdit tout mariage entre les juifs oranais et les juifs tétouanais. Donc c'est vraiment symptomatique de cet état d'esprit de ces juifs espagnols d'origine espagnole qui prétendaient avoir une noblesse espagnole. Et, En donc, ils fait, étaient très il y avait la même distinction en Tunisie entre les Juifs livournais qui venaient de Livourne et originaires de 1492 Espagne et ce que l'on absolument. appelait les Twents, les Oui, locaux. les D'accord? locaux, les indigènes. Mais alors, pourquoi le choix d'Oran? Parce que certains sont partis jusqu'au Brésil. Il y en Alors, a à certains Belém, sont on retrouve des Juifs tétouanés à Belém, on absolument, en trouve à Manaus. et absolument, et on retrouve des familles Seruya d'ailleurs au Portugal, pardon, au Au Brésil, Brésil, en Amazonie, en Argentine aussi. Et donc, pourquoi ce choix d'Oran pour ce qui concerne mes ancêtres? L'explication est simple, hein, ce sont les plus jeunes, les plus hardis qui partaient si loin parce que les voyages au début, c'était des bateaux à voile. Les oui. voyages duraient 3 mois. Bon, après, c'est passé à 3 semaines après, avec les bateaux à vapeur. Mais bon, voilà, pour les familles, les personnes un peu moins téméraires, Oran était une destination privilégiée parce que, bon, comme je le disais tout à l'heure, ça ne se trouve qu'à 300 kilomètres à vol d'oiseau du nord du Maroc, de Tétouan en particulier. Puis, c'était pas un hasard, en fait, non plus, parce que il y avait toute une tradition espagnole dans cette ville d'Oran. Bon, déjà en 1391, après les baptêmes sanglants qui ont eu lieu en Espagne,
beaucoup de Juifs se sont réfugiés à Oran. En 1492, un siècle plus tard, Oran a accueilli, d'ailleurs toute la régence d'Alger, hein, Oran, Tlemcen, Oui. Alger, cette régence a accueilli beaucoup de Juifs venus d'Espagne. Et puis Oran aussi a été un préside, hein, une place forte espagnole pendant 250 ans. Donc voilà. Donc et les Juifs ont pu rester à Oran jusqu'en 1669. Oran a été prise par les Espagnols en 1509 et les Juifs ont pu y rester pendant 100 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi d'intermédiaires entre les Espagnols et les musulmans, parlant évidemment les langues des uns et des autres. Donc, Oran a toujours eu une tradition d'accueil des Juifs et aussi une tradition de culture espagnole. Donc, en allant à Oran, les Juifs retrouvaient des ancêtres, retrouvaient voilà, ils n'étaient pas en pays inconnu. Et en fait, je crois que il parlait castillan. Alors, ils parlaient pas, enfin oui, ils parlaient un espagnol, un espagnol tel qu'il était parlé au moment de Que leur tu as nommé expulsion, dans ton livre la le- Rakitiya. voilà. Voilà. Alors, effectivement, la Rakitiya, c'était un mélange d'espagnol tel qu'il était parlé en Espagne au moment de leur expulsion, avec des ajouts, des apports d'hébreu. Voilà, un petit peu comme le yiddish, avec un mélange d'allemand et d'hébreu. Voilà. Donc, Et en et fait, alors, et dans ce livre, après, tu insistes sur la proximité culturelle, la langue, la cuisine. On fait appel aux mazapanes, à la frita. Tu vas mieux les prononcer que moi, les pasteles, la calantica. Enfin, on a faim. oui, voilà. Et puis, ce sont des recettes qui ont perduré et voilà, et qu'on retrouve de temps en temps dans les familles juives d'origine espagnole et même qui ont, un peu comme le couscous, hein, elles se sont Oui, répandues chez les autres. La calentica, c'est un mot espagnol, ça veut dire très chaud, très, très, très chaud. Caliente, ça veut dire chaud, donc c'est quelque chose qui se mange chaud. Donc, et c'est un plat à base de pois chiches. Bon, et bon, il y a beaucoup les mantecaos, par exemple, c'est un mot espagnol. Et il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup de rappels comme ça, la mona, alors, cet aïeul, Moïse, qui a eu un destin tragique. Vas-y, oui. Sylviane. Oui, il a eu un destin tragique, il a eu un destin surtout exemplaire. Je voudrais pas parler de sa fin, je laisserai les lecteurs la découvrir. Par contre, je voudrais parler quand même de son parcours exemplaire. Parce que comme lui, des milliers et des milliers de Juifs ont quitté Tétouan, ont fui Tétouan, qu'on appelait pourtant la petite Jérusalem autrefois. Ils ont fui Tétouan parce que leurs conditions de vie s'étaient dégradées très fortement à partir de la fin non, pardon, du début du XVIIIe siècle. Et donc, elle s'est dégradée de manière inéluctable et arrivée au début du 20e, du 19e, pardon, dès les années 1800, beaucoup de Juifs quittent en cachette le Maroc parce que c'était pas facile, on laissait pas partir les Juifs. Les Juifs étaient des dhimmis, c'était une source de revenus pour les caïds et les sultans, donc on ne voulait pas les laisser partir. Et donc, les Juifs avaient une vie impossible sur le plan religieux, économique, social. On leur imposait toutes sortes d'humiliations. Et donc, beaucoup de Juifs sont partis à ce moment-là. Voilà, et beaucoup de Juifs sont partis en Algérie, d'autres sont partis aux Amériques, d'autres sont partis en Palestine. Euh, en 1859-1860, il y a eu une terrible guerre entre l'Espagne et le Maroc et beaucoup de Juifs de Tétouan, 4500 Juifs de Tétouan se sont réfugiés à Gibraltar pour fuir les exactions des musulmans, parce que les musulmans étant assiégés par les Européens, par les Espagnols
ou par les Anglais ou par les Français qui les rendaient responsables, en particulier des attaques de piraterie en Méditerranée. Donc les Juifs sont partis se réfugier à Gibraltar. 4500 Juifs sont allés à Gibraltar dans la crainte d'être attaqués. Voilà, donc c'était une vie très difficile qu'avaient ces Juifs. Donc, voilà. Mais Sylviane, ton aïeul Moïse est arrivé à l'âge de 1 an, si mon souvenir est exact, à Oran, et il s'est fait vraiment à la force du poignet, puisque il est devenu gargotier restaurateur, qui était quand même euh, une Une profession progression libérale sociale. à Oran. Une progression sociale, effectivement, c'était quelqu'un, c'était des familles prolétaires qui arrivaient sans rien, parce que les familles qui possédaient des biens au Maroc hésitaient à partir. Ceux qui partaient, c'était ceux qui ne possédaient pas grand-chose. Donc, il est arrivé à Oran, en Algérie. Dans ses papiers, dans ses premiers papiers d'état civil, on note qu'il était portefaix. Un portefaix, c'était quelqu'un qui transportait toutes sortes de marchandises sur son dos, sur ses épaules, dans une espèce de hotte. C'était les précurseurs des déménageurs, ou voilà, donc c'était quelqu'un de très pauvre. Donc finalement, à force de travail, il a réussi à avoir sa gargote, et il est noté dans son acte de décès qu'il était restaurateur. Donc voilà, donc c'était quelqu'un qui avait grimpé peu à Bien peu, sûr. disons, Et il a assisté à l'arrivée des Alsaciens et des Lorrains en 1871. alors, c'est pour ça que je dis qu'il a eu un parcours très, très représentatif, parce qu'il a été, comme tous ces Juifs qui sont arrivés de Tétouan pour fuir par milliers, hein, les conditions de vie, il a assisté à l'arrivée de toutes sortes de populations en Algérie. L'Algérie, c'était une espèce de melting pot où il y avait, d'abord, il y avait à l'arrivée des Français, il y avait les musulmans et il y avait des juifs. Mais après, il y a eu tous ceux qui ont suivi, qui ont voulu profiter de la colonisation et des fruits de la colonisation. Alors, il y a eu des Espagnols, il y a eu les Mahonnais, il y a eu les Italiens, les Maltais, et il y a eu aussi alors, il y a eu aussi des Juifs français, et en particulier après 1870, tous ces Juifs alsaciens qui optaient, et même de non-Juifs hein, d'ailleurs, qui ont opté pour rester français après la défaite de Sedan, et donc ils sont venus en Algérie grossir cette population coloniale, disons, et participer à leur façon à la colonisation. Et alors, dans toute cette grande histoire, la petite histoire, le décret Crémieux, qui a quand Alors, même changé beaucoup de choses pour la communauté juive en Algérie et peut-être principalement à Oran parce qu'ils ont été acteurs en première ligne. Alors, quand les Français ont commencé à coloniser l'Algérie, ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient faire de ces territoires, s'il fallait continuer la conquête. Ils ne savaient pas très bien non plus ce qu'il fallait faire de ces populations. Néanmoins, quand ils sont arrivés, c'était avec les idées un petit peu napoléoniennes, hein, répandre les idées de liberté, d'émancipation. Et donc, tout de suite, quand ils sont arrivés, ils ont relevé les Juifs de leur statut de dhimmi. Les Juifs, comme dans tous les pays musulmans, et en particulier au Maroc, c'est pour ça qu'ils étaient venus en Algérie après, les Juifs ont été relevés par les Français de ce statut infamant de la djima qui perdurait depuis le légendaire pacte d'Omar établi aux environs de l'an 15 de l'Hégire, c'est-à-dire à peu près 647 du calendrier vulgaire. Et donc, ils ont fait à ce moment-là des Juifs et des musulmans les égaux. D'accord? Ils étaient égaux, les deux catégories sociales étaient égales, mais néanmoins, c'était des sujets français qui restaient en dehors de la citoyenneté et de toute vie politique. Pour les Juifs, c'était un net progrès, ils devenaient les égaux de leurs musulmans, mais pour les musulmans, c'était vraiment une humiliation, de devenir les égaux de leurs anciens soumis, d'autant qu'eux-mêmes devenaient les soumis des colonisateurs. Donc, c'était très difficile pour eux à supporter.
Et donc, je disais que on ne savait pas très bien ce qu'on voulait faire de ces populations. Les Juifs de France ont œuvré pour leurs frères d'Algérie à ce moment-là. Se sont donné une mission salvatrice et ils ont voulu les régénérer, les faire entrer dans la civilisation, dans la modernité. Et donc, sous l'influence de ces Juifs de France, mais aussi pour ce qui concerne les indigènes musulmans sous l'influence d'un ami de Napoléon III, qui était un noir converti à l'islam et qui s'appelait Ismaël Urbain, Napoléon III a proposé aux trois catégories de population qui n'étaient pas françaises en Algérie de le Senatus Consul de 1865, il leur a proposé de devenir à égalité citoyens français, mais à condition qu'ils fassent une démarche personnelle. Pour les étrangers qui n'étaient pas français, ça a été un véritable succès. Pour les musulmans et les juifs, ça a été un véritable échec. Alors, devant cet échec, les juifs de France ont continué d'œuvrer pour l'émancipation de leurs frères d'Algérie et on arrive à 1870 avec je passe sur les détails hein, parce que c'est Bien assez sûr, puis long, mais il faut laisser la découverte. et donc, j'arrive en 1870 avec le décret numéro 136, dit décret Crémieux, donc du nom du ministre de la Justice et député de la Drôme, qui est adopté donc en Conseil des ministres à Tours après la défaite de Sedan. Alors, qu'est-ce que c'est que ce décret Crémieux? Donc, 5 ans après avoir proposé aux Juifs, en particulier, de devenir français et qu'il avait refusé, donc, ce décret Crémieux impose la naturalisation française à tous les Juifs d'Algérie sans qu'ils aient en bloc, hein, sans qu'ils aient leur mot à dire. Et là, on a 35 531 Juifs qui deviennent français. Et tout de suite, ça va soulever l'antisémitisme, l'antijudaïsme des colons en Algérie. Alors avant, il y avait bien un antisémitisme en Algérie, hein, mais c'était un antisémitisme basé sur la religion. Et là, d'un seul coup, donc, on va avoir un antisémitisme basé sur des raisons politiques, électorales. Pourquoi? Parce que les Juifs, avec ce décret Crémieux, représentent tout de suite 10% des votants en Algérie, avec des variations importantes comme 10% à Tlemcen, à Oran, non, pardon, 15% à Oran et 50% à Tlemcen. Donc, ils étaient en position idéale pour faire balancer les Le choix résultats d'un côté politique. et de l'autre. Et donc, voilà, donc, alors au début des élections, euh, avant les élections, je veux dire, les Juifs sont courtisés par tout le monde, par tous les candidats. Après les élections, ils sont honnis, critiqués, vilipendés par les perdants. On leur trouve toutes sortes de défauts, voilà. Et donc ça soulève cet antisémitisme qui a perduré pendant toute la partie française de l'Algérie. C'était un antisémitisme évidemment basé sur pour des raisons électorales et si on n'avait pas comment dire un, un programme anti-juif, eh bien, on n'était pas l'antisémitisme était un véritable levier politique et entre 1870 et 1905, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on va dire, il y avait au moment des élections des vagues des élections locales, comment dire, Avec des tueries, on municipales. rappelle la tuerie de Sétif, la tuerie d'Oran, Alors, Tlemcen, alors, Alger. voilà, donc les élections municipales ou législatives. Donc c'était un antisémitisme en dents de scie qui a fait tache d'huile sur toute l'Algérie, dans toutes les villes, avec des attaques sur les biens, sur les personnes. Il y a eu des morts, bien sûr. Voilà, donc cet antisémitisme s'est calmé globalement au moment de la Première Guerre mondiale.
de la Première Guerre mondiale, parce que c'était l'Union sacrée. L'Algérie a envoyé 14 000 juifs en particulier. Bon, les musulmans aussi ont été nombreux à venir combattre en Europe. Mais pour ce qui concerne les juifs, ils ont été à peu près 25 000 à venir combattre en France, en Europe. Et plus de 20% d'entre eux sont morts sur les champs de bataille. Donc, ils ont payé un lourd tribut. L'antisémitisme a repris entre les deux guerres, avec, comme tu disais, à Sétif et Sidi Bel Abbès, il y a eu des juifs qui ont été exclus, 38 juifs qui ont été exclus des listes électorales de ces villes, Doriot remportant les élections en 1938. Donc, et puis évidemment, l'antisémitisme en Algérie a été à son apogée pendant après le vote des lois de scélérate de Vichy Bien sûr. en octobre 1940, le décret Crémieux, évidemment, dont les antisémites, les anti-juifs réclamaient l'abrogation, a été finalement abrogé. Et donc, les juifs, à ce moment-là, sont redevenus indigènes. Et à ce moment-là, on a eu 110 000 juifs qui ont été dénaturalisés en Algérie. Alors, pour en revenir à l'aïeul Moïse, il a assisté en mai 1880 à la pose de la première pierre de la grande synagogue d'Oran, qui est magnifique. Il y a des photos sur les réseaux sociaux absolument magnifiques. Et sa roupa, avec sa cousine Jemila Katan, a été officiée en septembre 1880. Oui, mais 1880, c'était effectivement l'année où commençait la construction de la grande synagogue d'Oran. Donc, ses ancêtres ne se sont pas mariés dans cette synagogue qui a mis plusieurs années à être construite. Elle s'est terminée, la construction a été terminée avant la Première Guerre mondiale, juste avant, mais on a attendu la fin de cette première guerre en 1918 pour faire une inauguration officielle en grande pompe. La ville d'Oran a célébré dans l'allégresse et la joie très tard dans la nuit, pendant plusieurs nuits, cette inauguration. Faut dire on dit que dans cette synagogue se trouvaient les plus belles orgues d'Europe, d'Afrique du Nord certainement, et d'Europe aussi. Et d'ailleurs, deux des grands rabbins qui ont officié étaient des rabbins ashkénazes. Alors, effectivement, pour ce qui concerne les rabbins ashkénazes, c'est vrai que après la colonisation, beaucoup de Juifs de France sont venus en Algérie encadrer cette communauté comme je le disais tout à l'heure, pour la sortir de leur état d'obscurantisme et la faire rentrer dans la modernité. Donc, après l'établissement des 3 consistoires, à l'image des consistoires qui existaient déjà en France, donc après la construction, l'établissement des 3 consistoires d'Oran, Alger et Constantine, le consistoire de France a envoyé beaucoup de rabbins pour encadrer cette communauté et la mener, lui apprendre à vivre comme les Juifs de France. Et donc, c'est pour ça aussi que beaucoup de rabbins sont venus d'Alsace, puisque l'Alsace et la Lorraine ont été prises à la France après la défaite de Sedan, donc en 1870. Donc, il y avait beaucoup de rabbins ashkénazes en Algérie. Je dois dire aussi que, eh bien, ça a été une reconnaissance ensuite. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de rabbins ashkénazes de France ont été décimés par la Shoah. Et à ce moment-là, ce sont des rabbins venus d'Algérie qui sont venus revivifier et prendre soin de la communauté juive de France. J'en veux pour seule preuve celle qu'on donne actuellement, c'est après la mort du grand rabbin Sirach,
le grand rabbin Sirat, a fait partie de ces rabbins venus en France comme le rabbin Morali, hein, relever la communauté juive de France. Merci Sylviane Serrouillat pour avoir parlé avec tant de chaleur de cet aïeul Moïse. Et car quelque part, tu prolonges ce que disait Aragon, on ne meurt jamais puisqu'il y a les autres. Absolument. Merci. Vous pourrez commander le livre de Sylviane Serrouillat aux éditions BOD, dont le numéro de téléphone est le 03 72 88 16 00. Ils répondent du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour ceux qui sont familiarisés avec Internet, vous pourrez commander ce livre à l'adresse courriel suivante: info au singulier @bod.fr, et sur le site des éditions BOD, www.bod.fr. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.